il y a un exercice assez intéressant qu'on peut faire sur les parachutes, d'essayer de trouver un mot-clé ou une idée clé derrière lequel introduire les différents points de la paracha. Je ne suis pas arrivé à le faire. Bon, ça veut dire que je suis arrivé à le faire sur la majorité de la paracha. C'est une paracha particulièrement longue, 168 versets. Je suis arrivé pour 91 versets. La suite, je suis sûr que j'arriverai parce que j'ai pas mal d'imagination, mais j'ai pas essayé parce que le décor change pas mal. La fin de la paracha parle du Korban Moussaf, c'est-à-dire que toutes les fêtes où il y a des suppléments de korbanot, ça veut dire de sacrifices, sont accompagnés d'une récitation qui est signalée dans notre paracha. Ça a occupé une bonne partie de la paracha. Mais l'essentiel de cette paracha, donc cette section, et je la regrouperai sous le terme de succession, les successions. Au départ, il y a déjà le problème de Pinchas. Pinchas, dont on parlera, Pinchas va obtenir un droit d'être Kohen alors qu'il n'était pas prévu en principe qu'il soit Kohen au départ. Les Kohanim au départ c'était Aaron et ses fils, Pinchas c'est un petit-fils, et donc normalement n'avait pas droit à la Kohuna, au moins d'après la Gemara, le Zohar il voit les choses autrement, et par son mérite, on reviendra là-dessus, il a obtenu le droit à la Kohuna, à être Kohen. Ça c'est un premier point, il rentre là-dedans, et après quelques versets pour arranger le sort des Midianim qui étaient intervenus dans cette histoire, on reviendra là-dessus. Ensuite, on parle des recensements qui ont été faits au moment de la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua. De la même façon que quelqu'un qui prend un poste de dirigeant doit établir un bilan, les hommes politiques n'ont rien inventé, au début de leur accession au pouvoir. De la même façon, quand il quitte le pouvoir, il faut faire un bilan. De la même façon que Moshe Rabbeinu, quand il a pris en charge les Hébreux, il a fait un bilan du nombre des Hébreux. De la même façon ici, succession de Moshe s'impose et on va refaire un bilan. Après ce bilan, on dit la Ele Techale Ka'aretz. Les gens qui ont été cités, les familles citées dans ces familles d'Israël, auront droit à la terre. Ensuite, donc la terre, c'est aussi la succession de Moshe. Moshe était l'homme du désert. Son élève Yoshua, qui prendra la suite, c'est lui qui fera hériter la terre d'Israël. Une intervention très importante des filles de Slophrod, ce sont des filles qui ont demandé, en l'absence de frères, d'avoir un droit sur l'héritage. Et à la suite de cela, on nous donne les droits d'héritage, l'ordre des successions de l'héritage. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste vous dire qu'il y a un thème comme ça de les successions, sous différentes formes. Et ensuite, Moshe lui-même, voyant que même des filles qui a priori n'ont pas tellement le problème de l'héritage, les femmes ont beaucoup plus un problème de gestion, c'est la maison, c'est la base même du peuple juif, c'est pas tellement un problème de gestion de biens, mais en l'absence de garçons, c'est elles qui sont héritières d'après la Torah. Donc Moshe pense que c'est le moment venu de demander que sa succession soit reprise par ses fils. Même s'ils ne sont pas les plus grands d'Israël, peut-être ses fils auraient-ils droit. Et à ce moment-là, Hachem dit non, c'est ton élève Yoshua qui par ses mérites a conquis cela. Alors si vous regardez dans ces successions-là, sous différentes formes, il y a à la fois des successions, le cadre classique des successions. Hein, comment ça se passe, l'héritage? Les lois d'héritage. C'est d'abord les garçons. Ensuite, c'est les filles. Ensuite, c'est le père. Ensuite, les frères. Ensuite, les oncles. Ensuite, les cousins. Bon, il y a toute une succession que je pourrais vous tracer, et les ayants droit de ceux qui viennent. Vous ne voyez pas comme en France par exemple, si vous regardez les lois de la succession,
Elle change d'ailleurs tous les quelques temps parce que la mode et la sensibilité se transforment. Par exemple, que les femmes aient une succession plus importante, c'est quelque chose d'assez récent dans la législation française. Dans le droit hébraïque, les filles et les femmes, on se préoccupe beaucoup plus qu'elles aient une protection, une pension alimentaire, et quand bien même il n'y aurait pas d'héritage, parce que les femmes et les filles auraient leur pension garantie, eh ben, tant pis pour l'héritage. Donc ça veut dire que c'est simplement un autre regard. Les femmes sont plus là pour être protégées et assurées, n'est-ce pas? Et c'est aux maris en vérité d'assumer le gagne-pain. Donc c'est plus les maris, normalement, sauf s'il n'y a pas de garçons, ce sera les filles. Bien. Alors ici, donc il y a le cadre classique. Il y a encore beaucoup de lois là-dedans, mais enfin, très schématiquement, ce que je vous en ai dit en quelques mots, il y a le cadre classique des successions qui est précisé, mais à côté de cela, on voit aussi qu'il y a des successions un peu bizarres qui interviennent. Premièrement, celle des Kohanim, où Pinchas, grâce à ses mérites, intervient pour avoir un droit de Kohuna, d'être Kohen. Oui, bien. Ensuite, les enfants de Moshe, qui ne succèdent pas à leur père pour diriger le peuple juif, ce sera Yoshua. Donc il y a un peu un mélange de classicisme et d'exception dans l'héritage. Je vais parler essentiellement à partir de Pinchas. Vous savez que la parachate précédente s'est terminée, c'est la parachate de Balak, où Balak, le roi de Moab, a très peur de l'intervention d'Israël qui est très nombreux, qui est très puissant quand il sort d'Égypte, qui ont des victoires hors normes. Et Balak a très peur de cela parce que ce peuple juif se rapproche de son territoire.